Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis auteur de bande dessinée, ça fait à peu près 25 ans que je publie des livres. Je fais des choses très très diverses, des albums pour les enfants, des albums pour les moins enfants, des gros romans graphiques comme on dit, ou des livres beaucoup plus courts. Je travaille régulièrement dans la presse, j'aime beaucoup faire des affiches de théâtre, de cinéma. Bonjour Alfred. Eh bien bonjour Mathieu. Quelle présentation. J'ai fait avec ce que j'avais en tête. On va détailler tout ça, tout ce que tu viens de nous dire, mais on est là aujourd'hui surtout pour un gros roman graphique, comme tu dis, qui s'appelle Maltempo, qui vient clore en quelque sorte ta trilogie italienne, même si je dis tout de suite qu'après Come Prima, Senso, les trois peuvent se lire séparément, c'est pas une seule et même histoire, mais ça se passe en Italie. Alors je résume très rapidement Maltempo, on est justement dans un coin de l'Italie, dans un petit village accroché sur la roche, avec une vue plongeante magnifique sur la Méditerranée, et on suit Mimo, il a 15 ans, sa Vespa, sa guitare, il rêve de devenir rockstar pour échapper à l'ennui, la misère, la mafia qui gangrène un peu ses journées. Et notre Mimo, il va entendre parler d'une émission de télécrochet qui fait une halte dans le village. Évidemment, tous les espoirs sont permis. Avec lui, il va chercher à embarquer sa bande de potes dans l'aventure. D'abord, comment t'es venue cette histoire ? Alors, cette histoire. Alors, comment me viennent d'ailleurs les histoires en général, parce que j'allais presque dire que chacun des livres sur lesquels je travaille a souvent déjà en lui les germes du suivant sans que je m'en aperçoive forcément. C'est souvent des choses, moi je remplis beaucoup de carnets de notes depuis des années, des choses dans lesquelles je mets énormément de souvenirs. Perso de ma vie en Italie ou pas d'ailleurs seulement, mais des choses que j'entends, des choses qu'on me raconte, des rêves que je fais. Je note beaucoup de choses. C'est souvent là-dedans que je vais piocher après les idées de mes livres. Et je m'aperçois très souvent quand je termine un livre qu'il y avait des choses que j'avais encore envie de raconter, mais qui n'avaient pas leur place dans celui-ci. Ça a été le cas après Come Prima. Je sentais qu'il y avait des trucs que j'avais besoin de dire encore. C'est devenu Senso. C'était également le cas avec l'arrivée un peu de l'enfance et d'un regard de l'enfance sur ce que sera la vie d'adulte qui commençait à arriver pour moi dans Senso, mais qui n'avait pas sa place dans ce livre et qui, donc, très naturellement a donné Maltempo. Il y a un élément déclencheur quand même. Il y a 5-6 ans, chez mes parents, je retrouve un carnet d'adolescent, justement, parce que j'en tiens depuis longtemps, dans lequel j'avais écrit en Italie, l'été de mes 15 ou 16 ans plutôt, des paroles de chansons en italien. Je sais qu'à cette époque-là, j'avais déjà dans ma tête l'objectif de faire de la bande dessinée, mais le rock and roll, on va dire, en tout cas, avait également une place. On est nombreux d'autrices et auteurs à avoir comme ça eu le double rêve d'être à la fois rockstar et auteur de bande dessinée. Et moi, je retrouve ces quelques paroles de chansons que j'avais objectivement oubliées. Je me souviens les avoir écrites une fois que je les retombe dessus. Et ça amorce, ok, par quel prisme je vais pouvoir raconter cette envie de parler de l'enfance qui a un regard sur le monde adulte. Tiens, je tombe sur ce carnet-là, je vais peut-être jouer avec ça. L'adolescence, comment on se projette, c'est un âge de bascule en plus, l'adolescence, qui m'intéresse beaucoup. Ma fille est pile dans la tranche d'âge que je raconte. Donc il y a des choses que j'observe, des choses dont je me souviens. Tout ça, ça commence à donner une sorte de matière de terreau et de magma dans lequel je commence à piocher. Et puis il y a généralement une scène qui arrive, et c'est la toute première scène du livre qui me vient, et je me dis, ok, là, je ne sais pas encore vers quoi je vais, mais je sais de quoi je pars. Mon livre commence. Et c'est vrai que c'est important cette première scène du livre parce que c'est une scène de deux enfants qui se chamaillent, qui s'amusent et qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste de l'histoire. Mais elle fixe une ambiance, elle fixe... Exactement. En fait, elle n'a pas un lien immédiat, évidemment, avec le reste du récit. En revanche, pour moi, j'ai l'impression que cette petite scène de 5-6 pages, elle donne le ton, la couleur du bouquin. Il va y avoir, on va rire un peu, il va y avoir un truc un peu doux amer, ça va être un peu violent par moments, mais il y aura aussi l'espèce de naïveté de l'enfance qui disparaît, justement, de l'adolescence qui arrive. Il y a un truc qui se passe dans ces 5-6 pages qui me semblait être la couleur que j'espérais donner à ce bouquin. Tu le disais, tu as un lien particulier avec l'Italie, il faut quelques mots, mais rappeler pourquoi tu as commencé cette trilogie italienne, c'est un moment important dans ta vie. Pour resituer un peu, moi je suis de cette double culture par mon père, j'ai passé énormément de temps en Italie quand j'étais enfant, toute une partie de ma famille vit toujours là-bas. Il y a 15 ans, justement à la naissance de ma fille, je retourne vivre en Italie pour qu'elle grandisse là, je veux lui transmettre quelque chose, je veux découvrir même ce que j'ai besoin de transmettre. Enfin, tout ça a été un projet perso un peu plus vaste, et c'est pendant ce voyage qui a duré presque 4 ans, cette installation là-bas qui a duré presque 4 ans, que j'ai commencé à prendre des notes sur ce qui allait devenir Come Prima. Come Prima étant en grande partie l'histoire de ma famille,
avec mon grand-père qui était de conviction communiste pendant la guerre, tandis que son frère, donc mon grand-oncle, était chemise noire. Ça, c'est ma mythologie familiale italienne, celle dans laquelle j'ai grandi. Je les ai très bien connus. Ils sont décédés assez âgés. J'ai eu le temps d'entendre ces histoires, de les voir sans parler encore 60 ans plus tard. Donc, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné, qui a nourri ma culture italienne. Et j'avais besoin, en retournant vivre là-bas, en transmettant quelque chose à ma fille, de faire quelque chose de cette matière. Ça a démarré là. Au départ, c'est un livre. J'ai pas l'intention d'en faire d'autres. Comme je le disais juste avant, je m'aperçois à la fin de celui-ci que j'ai autre chose à dire, donc ça devient Senso et puis Maltempo. Fausse trilogie, parce qu'en réalité, chacun des livres sont complètement indépendants, mais ils ont une couleur commune, qui est notamment celle de venir de ces carnets intimes. Toutes ces trois histoires-là sont toutes des fictions qui sont construites à partir de fragments très intimes, authentiques et très intimes. Voilà. Ils viennent tous de choses que je connais, que j'ai vues, que j'ai vécues, que j'ai entendues, qu'on m'a racontées, dont je fais des fictions. C'est le point commun entre ces trois livres. Les carnets, c'est très important, tu le disais, on a en ce moment l'exposition Rock Pop Wiz dans laquelle on expose certains de tes carnets, on sent que c'est quelque chose que tu balades avec toi. Est-ce que ça te dispense du coup de documentation quand tu te replonges dans l'Italie? Est-ce que tu te bases que sur ces carnets? Alors, très pertinente remarque, puisque c'est effectivement... Alors, les carnets, je me trimballe toujours avec un carnet sur moi, j'en ai depuis des années maintenant rempli des centaines, je suis évidemment pas le seul à faire ça, mais chez moi, ça a pris presque quelque chose de cathartique, c'est-à-dire au quotidien, j'ai besoin d'écrire dans des carnets, voilà, dans tout un tas de situations. J'ai en plus démarré depuis 2 ans tout un travail lié à l'hypnose pour retourner en plus chercher des choses que je note dans mes carnets, dont je fais des images. Enfin, tout ça est en train de devenir une démarche, j'avais pas ce que dire, dans ma vie qui occupe beaucoup de place, mais qui devient le terreau dans lequel je pioche. Et effectivement, les carnets me permettent de me passer de documentation, on va dire. C'est-à-dire, je prends beaucoup de notes, dessinées ou écrites. Et après, ce qui m'intéresse quand je dessine l'Italie, c'est pas de dessiner photographiquement l'Italie, c'est de faire une retranscription un peu affective de mon Italie ou de mes Italies, puisque j'ai vraiment des points d'attache dans 3 endroits en particulier, les Cinque Terre, Venise et Naples, qui sont 3 villes très différentes, aux énergies très différentes, dans lesquelles j'ai vécu à des moments de ma vie très différents. Et chaque fois que je dessine l'Italie, c'est une sorte de mix de ces 3 endroits. Même là, dans Maltempo, c'est censé se passer dans le sud-sud. On peut imaginer que ce soit la Calabre. La réalité, c'est que, même si je connais bien la Calabre, la réalité, c'est que c'est un mélange de plein d'endroits. C'est pas un village précis et particulier, quoi. Il faut aussi rappeler que Come Prima, donc le premier de la trilogie, te vaut le Fauve d'Or à Angoulême. C'est amusant aussi de noter que c'est finalement quand tu reviens à ton histoire familiale, à tes racines, que tu décroches ce très convoité Fauve d'Or. C'était quelque chose d'extrêmement touchant. Ça arrivait à un moment en plus où j'étais clairement en train de me demander si je me trompais pas de chemin. Alors c'est des fois, rétrospectivement, quand je dis ça, des gens me disent mais comment tu pouvais penser ça? C'est toujours facile de le dire après. Sur le moment, effectivement, je me demandais si c'était la bonne route pour moi de commencer à raconter ce genre d'histoire, de les raconter comme ça. Cette récompense-là, en plus, elle venait de gens pour qui j'avais plutôt de l'admiration, de la tendresse. Il y avait notamment Catherine Meurice ou Isa Mandel qui étaient dans le jury, et pas qu'elle, mais il y avait entre autres elles, ça m'avait énormément touché parce qu'elles avaient eu des mots qui étaient extrêmement encourageants aussi par rapport à ces doutes que je pouvais avoir. Donc, Maltempo sort pile poil 10 ans après Come Prima, qui était sorti en octobre 2013, et donc Maltempo sort en octobre 2023. Donc voilà, petite boucle amusante. J'ai l'impression, je t'avoue que j'ai pas relu les 2 précédents, mais que dans Maltempo, il y a encore plus de paysages. Ah, intéressant. Alors, il est possible à que la première lecture, j'ai pas comparé, mais... Alors, je pense que c'est équivalent. Mais tu es pas le premier à me faire remarquer qu'on a la sensation qu'il occupe plus de place. Alors que je pense qu'en termes, basiquement, de pagination, il y en a pas plus, ni moins d'ailleurs. Mais effectivement, il occupe une place très particulière. J'avais un grand besoin. C'est comme une petite pièce de théâtre, en fait, Maltempo. Il y a quelques lieux. L'action va se passer dans ces quelques lieux, puis ils reviennent régulièrement. On les voit, que ce soit de manière silencieuse ou avec l'action. Et je tourne beaucoup autour de ça. Et donc, j'avais effectivement besoin que le décor soit régulièrement rappelé, planté, qu'on le revoie, qu'on prenne le temps de le regarder. Donc, il est probable que la sensation soit celle, effectivement, d'une plus grande place donnée au paysage. Ouais. On sait que tu as un lien fort aussi avec la musique. Tu as un petit groupe de musique, ça fait un grand groupe de musique qui s'appelle le Crumble Club. Un moyen grand petit groupe. Qui s'appelle le Crumble Club. Voilà, tu as tes musiciens, tu as un lien à la musique. Et Mimo rêve de devenir rockstar. On est forcément obligé de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu de toi dans Mimo? J'ai forcément passé du temps, quand j'avais 15 ans, à gratter des centaines de chansons en plus ou moins yaourt, ou d'en écrire quelques-unes, comme je disais tout à l'heure, en rêvant un peu de ça. Moi, mes parents sont comédiens, je viens du théâtre, mes premiers
première bande dessinée quand j'ai 5-6 ans, c'est de dessiner depuis les coulisses mes parents qui sont sur scène en train de jouer. Ça, c'est mes premières bandes dessinées. J'ai un lien, pour moi, le dessin a un lien à la scène, au fait d'être en live. C'est pour ça que depuis 20 ans, je pratique énormément de concerts dessinés, avec, que ce soit avec Brigitte Fontaine ou Areski, avec Arthur H actuellement, avec JP Nataf, avec des gens comme Albin Glassima. Enfin, je fais énormément de choses avec énormément de gens, des danseurs, des conteurs, des auteurs de littérature qui lisent leurs textes. Enfin, je fais beaucoup de choses comme ça, parce qu'il y a une évidence pour moi à ce que la musique, la scène et le dessin cohabitent. Et effectivement, avec le Crumble Club que j'anime avec, entre autres, Olivier K et des camarades musiciens, ça vient faire encore une autre passerelle. Voilà, encore une autre passerelle entre dessin, puisqu'on en fait des strips dans Spirou, on en fait des vidéos un peu absurdes, et on en fait des concerts. Finalement, je suis devenu une mini rockstar à travers ce truc-là. Et on se rappelle du livre avec Étienne Dao, magnifique livre. Exactement. Vous avez suivi pendant 3 ans, je crois, Étienne Dao. Exactement, pendant 3 ans, sur la réalisation d'un de ses disques à lui, je l'avais suivi pour tenir le journal de bord de son album. Et ça aussi, ça avait été une expérience très, très riche. Ouais. Tu parlais justement de cette enfance passée dans les coulisses des théâtres, avec tes parents sur scène, à les croquer, à les dessiner. Après ça, tu n'as pas fait de formation liée à la bande dessinée. Tu es un autodidacte, comme on dit. Oui, parce que, malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est mon parcours, j'étais pas ce qu'on appelle un bon élève. En tout cas, j'étais pas un élève heureux. Je sais pas si j'étais un mauvais élève, mais j'étais pas un élève heureux dans ce contexte-là. Donc, dès que j'ai eu la possibilité, c'est-à-dire tout de suite après le bac que j'ai passé, j'étais pas forcément plus mauvais qu'un autre, mais j'étais vraiment malheureux dans ce contexte-là. Et dès que j'ai eu mon bac, j'ai arrêté avec l'intention ferme de ne surtout pas poursuivre aucun cursus quel qu'il soit. Et à ce moment-là, je me voyais pas, donc c'est il y a plus de 30 ans, maintenant je me voyais pas tenter des beaux-arts ou des choses comme ça. J'avais une vision extrêmement négative, en tout cas, de tout ça. Donc j'ai fonctionné en autodidacte avec la chance, comme on a souvent, parfois en tout cas, d'avoir juste ce qu'il faut d'audace pour aller montrer mon dessin à quelques personnes bienveillantes et puis d'apprendre comme ça en faisant. Justement, apprendre en faisant, est-ce que tu as... Certains disent qu'ils ont beaucoup recopié des grands classiques pour apprendre un peu le trait. Est-ce que toi, tu as eu des tips comme ça ? Oui, alors moi, complètement. J'ai passé des heures à muser les yeux sur Tardy, à muser les yeux comme beaucoup, évidemment, sur Tintin. Enfin, ça parce que c'est une question de génération aussi. Là, il y avait moins de choses et il y avait celles-ci, elles étaient incontournables. Mais effectivement, quelqu'un comme Tardy, quelqu'un comme Fred, quelqu'un comme absolument impossible à aborder, mais comme Moebius, j'ai passé un temps fou, effectivement, à dessiner à redessiner ces choses-là en me rêvant à leur niveau. Tu as aussi un parcours, quand on le regarde, fait de beaucoup de rencontres. La première, peut-être, qui est marquante, c'est Corbeyran. Comment ça se passe ? Vous faites la digue ensemble ? Oui, ça se fait qu'avec ce que alors ça fait longtemps du coup qu'on fait plus de choses ensemble, mais effectivement, Éric Corbeyran fait partie des gens à qui j'envoyais, comme je dis, il me fallait juste une petite dose de chance et un peu d'audace pour être quand même montrer mon travail et apprendre à partir de ce qu'on m'en disait. Et Corbeyran a fait partie des gens qui, au départ, ont pris le temps de regarder mon travail envoyé par la poste, parce que je le connaissais pas, j'habitais pas du tout dans la même ville qui était Bordeaux, donc j'envoyais par la poste chez les éditeurs mon travail en disant j'aimerais bien avoir des retours. À ce moment-là, Internet n'existait évidemment pas. Donc le seul moyen de faire voir son travail, de le montrer, d'avoir des retours, c'était celui-ci. Et Corbeyran m'avait gentiment répondu, puis on a un peu sympathisé, puis il m'a proposé un jour un scénario. Et j'ai beaucoup appris, évidemment, en faisant ce premier bouquin avec lui. Ouais. David Chauvel, ensuite ? David Chauvel, qui a la très bonne idée, sans le savoir, de me proposer quelque chose auquel je n'avais absolument pas pensé, à savoir faire de la jeunesse. C'est-à-dire qu'au moment où il vient me présenter un scénario d'un petit personnage qui s'appelle Octave, et ça s'appellera Octave et le cachalot, je suis à 10 000 lieues d'imaginer m'adresser aux enfants, et ça sera un déclic énorme chez moi. En fait, je m'aperçois que j'y prends grand plaisir, que ça vient nourrir et enrichir mon travail, mon dessin, que ça m'emmène dans des directions auxquelles je n'avais pas pensé, et que c'est quelque chose que je vais essayer de faire tout au long de mon parcours par la suite. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui, a priori, n'est pas forcément pour moi, je vais quand même aller voir de plus près si c'est pas en fait une bonne idée de s'y intéresser. Et quelqu'un aussi que tu citais tout à l'heure pour le Crumble Club, évidemment Olivier K, déterminant dans ton parcours. Alors, Olivier K, il y a un peu plus de 25 ans, on est devenus frères. On a décidé qu'on était frères de ketchup, ou frères de vin rouge, je sais pas, mais frères de sang de vin rouge.
Oui, Olivier K, c'est une des rencontres importantes vraiment de ma vie parce qu'il y a une évidence. En fait, on s'est aperçu qu'on se connaissait depuis presque toujours parce que nos parents se fréquentaient dans des milieux liés à Harakiri, Charlie Hebdo, etc. dans les années 70 et qu'on n'était pas jamais bien loin, gamin, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer vraiment. On prend conscience de ça il y a 25 ans et puis ça nous explique, ou en tout cas ça nous confirme pourquoi on a une sensation d'évidence quand on est ensemble, de mélange de théâtre, de dessin, de musique, de beaucoup de bêtises. Enfin, en tout cas, ça va devenir quelqu'un avec qui je vais évidemment faire des livres qui modifient mon parcours et qui viennent enrichir aussi ma vision du monde, on va dire. On peut citer aussi Emmanuel Guibert, Lewis Trondheim, enfin voilà, on peut citer plein de gens dont je me revendique pas, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais en tout cas on peut citer plein de gens que je regarde très attentivement et avec qui je prends grand plaisir à travailler quand ça se présente. Et cette trilogie italienne où là, t'es tout seul, oui. Scénario, dessin, et on le disait, Fauve d'Or, et succès aussi critique et public sur cette série où t'es tout seul, ça doit être étrange ce sentiment de... J'ai mis longtemps à assumer ou à me dire que je pouvais être capable de faire seul. Alors déjà c'est un drôle de truc parce que je m'étais projeté, en tout cas moi dans ma vie, comme toujours travaillant avec un scénariste ou une scénariste, mais en tout cas en collaboration. Jusqu'au jour où il y a donc ces notes qui vont devenir comme Imprima, dont je m'aperçois tout bêtement que personne ne peut les écrire à ma place. J'ai donc pas le choix. C'est à moi de le faire. Personne d'autre, donc quitte à me planter, j'y vais. Il s'avère que j'ai eu la chance que ce soit plus joyeux que ça, mais en revanche, effectivement, ça a été j'étais presque le premier surpris de me rendre compte que il faut que j'y aille tout seul. Alors allons-y tout seul. J'avais pas prévu ça forcément. Bon, voilà, c'est le hasard. Encore une fois, j'aurais pu ne pas y aller en me disant mais non, moi j'ai prévu d'être toujours en collaboration. Finalement, oui. Puis bon, ça a créé un ton, je ne sais pas si je suis un bon scénariste, mais en tout cas, ça a créé un ton que je crois être le seul à pouvoir faire comme ça, enfin, de se servir de ma matière perso comme ça. Ouais. Mais malgré ça, tu continues cette trilogie, mais tu es revenu aussi à travailler avec d'autres. C'est-à-dire que j'ai besoin des deux. Ouais. J'ai vraiment besoin des deux. J'ai besoin de régulièrement me nourrir et m'enrichir des univers et des vocabulaires de quelqu'un d'autre pour aussi prendre grand plaisir parfois à être seul pendant 1 an et demi sur un livre à nouveau avec toute la liberté que ça demande et puis toute le côté grisant, le côté angoissant que ça génère. Mais par contre, les deux, et je vais continuer, je pense, à générer les deux, parce que rencontrer l'autre, au sens un peu large, ça continue quand même d'être un moteur chez moi, quoi. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est la manière dont ton dessin et tes techniques de dessin évoluent au fil des albums. Comment, j'allais dire comment tu le fais, en fait c'est sans doute un peu inconscient, mais ça évolue beaucoup, t'es pas un dessinateur qui a une technique. C'est-à-dire le fait effectivement de ne pas avoir de technique et de ne pas en avoir apprise peut-être me donne la liberté d'en tester ou d'en tenter sans trop d'a priori. Comme je pratique ce que j'évoquais tout à l'heure, ces carnets quotidiens donc dans lesquels j'écris, mais je dessine aussi beaucoup. C'est des laboratoires dans lesquels au quotidien je m'autorise des choses qui sont parfois totalement immontrables et qui ne sortiront jamais des carnets, mais je les ai testées. Donc elles existent, donc j'ai mélangé des techniques, des trucs, des pinceaux, des gouaches, des crayons. Enfin, j'essaye des trucs. C'est pas toujours fameux, mais c'est pas le problème en fait. C'est que ma main finalement s'enrichit d'un vocabulaire presque sans que je m'en aperçoive. Et il s'avère que le plus important pour moi quand je veux faire un livre, c'est de me dire quel est le meilleur moyen graphique de le raconter. Je pourrais pas faire Pourquoi j'ai tué Pierre, dessiner de la même manière que j'ai fait comme Imprima ou Octave ou Dao. Donc il faut forcément qu'à chaque fois j'adapte ma main, j'allais dire, à ce que je veux faire passer comme sensation au lecteur, à la lectrice. Donc, j'ai pas de limite. Il y a des tas de trucs, je sais pas les faire, mais je me dis, à mon avis, c'est plus pertinent de le faire comme ça, avec du fusain et des machins. Alors, j'y vais, on verra. Et puis, on verra. Et pas de numérique? Très peu, non. Enfin, j'ai pas de tablette, par exemple. La seule intervention numérique est au niveau des couleurs, comme pour beaucoup aujourd'hui. Même si on m'a fait quelques remarques intéressantes sur le désir de voir mes planches mises en couleur comme dans mes carnets, c'est-à-dire quelque chose d'un peu jeté. Donc, ça m'a presque donné envie d'essayer, effectivement, de faire un bouquin qui serait un peu plus jeté. Mais sinon, non, aujourd'hui, j'ai pas trouvé, pour moi, la bonne raison de m'y mettre. Ça viendra peut-être, mais ça fait partie des outils, je ne les rejette pas, mais j'ai quand même besoin d'avoir les mains sales à la fin de la journée, quoi. Le prochain projet?
Alors, il y a toujours plein de trucs en même temps parce que je fais partie des gens qui ont besoin d'ouvrir des portes régulièrement et après, j'avance pas dans les couloirs à la même vitesse. Certains me demandent plus de temps que d'autres, mais il y a toujours 4-5 portes ouvertes. Le gros projet qui sera le prochain, c'est une adaptation avec Laurent Godet, avec lui, de l'un de ses romans, qui était Pour seul cortège. Et c'est quelque chose qui, justement, j'avais besoin d'une collaboration qui m'emmène loin de ce qu'est a priori mon univers solo. Donc quelque chose qui part d'Alexandre Le Grand avec un ton extrêmement, une dramaturgie extrêmement théâtrale. C'est quelque chose qui m'emmène quand même graphiquement, obligatoirement, dans des endroits, dans des territoires qui ne sont pas les miens habituellement. Là, j'avais besoin de ça. Donc, ce sera ce projet-là que je suis très heureux de faire parce qu'il m'oblige justement à chercher de nouvelles techniques aussi. C'est lui qui va m'occuper là pendant une grosse année. Après, il y a toujours des choses. Je fais toujours beaucoup de concerts dessinés. Il y a un spectacle avec des projections qui est en train de se préparer avec des musiciens et des projections sur scène. Il y a plusieurs trucs, mais celui-ci va occuper une grande partie de mon année à venir. Et en attendant, donc on lit Maltempo, et puis si on aime et qu'on n'a pas encore lu Come Prima e Senso, autant y aller, parce que c'est... C'est l'Italie, il fait toujours beau, faut en profiter. Alfred, est-ce que tu es prêt pour notre questionnaire de Proust version BD ? Je ferme les yeux pour essayer d'avoir l'air intelligent et je tente des réponses pertinentes. La première BD que tu as lue ? C'est très certainement le journal de Pif, puisqu'on me l'achetait tous les mercredis. Donc je pense Et puis il y avait quand même pas mal de bandes dessinées à la maison. Donc on va dire Pif, et je dirais quand même Tintin. Même si très vite, il va y avoir Le Petit Cirque de Fred. La meilleure BD de tous les temps ? Le Petit Cirque de Fred. Là, sans hésiter, je pense que c'est une des bandes dessinées dans lesquelles il y a le plus... les zones grises, j'allais dire, permettent toutes les interprétations. C'est drôle, c'est triste, c'est violent, c'est poétique. Enfin, c'est une des bandes dessinées que je relis tous les ans depuis que je suis gamin. La plus belle couverture de bande dessinée ? La plus belle, je sais pas. Mais alors, je sais pas si c'est la plus belle, mais c'est pour moi une des plus marquantes parce que il va y avoir une bascule en fait dans ce que je vais lire et ça va être ici même de Tardy. Spontanément, c'est l'image qui me vient parce que j'ai le souvenir vraiment de voir cette couve et de me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Et à partir de là, je me suis mis à remonter, à dégoncer, etc., et à lire. Et je suis rentré dans Tardy par cette couverture étrange. Il devait y avoir à suivre chez mes parents à ce moment-là, évidemment, qui traînaient. Et voilà, cette couverture-là m'a marqué. La plus belle case de bande dessinée ? Ce sera très certainement pareil. Je sais pas si c'est la plus belle. Je pense que c'est une des... Parmi les plus marquantes, ça va être dans un album d'Emmanuel Guibert, le photographe. Et il y a ce moment où le photographe est vraiment seul, perdu, et il pense qu'il va mourir. Et il prend des dernières photos. Il est avec son cheval dans mon souvenir. Et j'ai souvenir et je crois qu'il est en silhouette noire uniquement. Il y a tout un tas de passages sur fond blanc, silhouette. Et je me souviens avoir relu peut-être 20 fois ce passage, tellement que je trouvais qu'il dégageait quelque chose de puissant. Ton meilleur souvenir de festival ? Il y en a quelques-uns quand même, mais disons qu'on va dire quand même que le festival d'Angoulême, l'année où je reçois ce prix, qui est donc Fauve d'Or, au moment où le festival rend hommage à l'univers de Fred. Fred, il fait partie des auteurs, comme je le disais, que je lis depuis l'âge de 6, 7, 8 ans, et je pense qu'il fait clairement partie des 4-5 auteurs qui m'ont donné envie d'en faire de la bande dessinée. J'ai le souvenir très fort de ce moment, de recevoir des mains de Willem, qui l'a bien connu, le prix pour Come Prima et d'être sur scène au milieu des décors issus de l'univers de Fred. Je garde un souvenir très fort de ce moment-là, très fort. Ton pire souvenir de festival ? C'est très certainement alors j'aurais pas, pareil, je vais pas avoir un exemple précis, mais c'est très certainement les festivals un peu des débuts qui sont très difficiles et où on est si je me souviens, j'étais à côté, alors je sais plus où c'était, mais j'étais à côté de Dany. À l'époque, auteur Dany, qui avait peut-être 80 personnes devant lui en train de faire la queue. Moi, je sortais mon premier album et j'ai eu personne. Et il a eu la gentillesse à la toute fin de me prendre un album pour lui demander, me demander une dédicace parce que c'était un peu par pitié, mais aussi par gentillesse de sa part. Je me souviens que ça, c'est les débuts un peu violents. Ton personnage de bande dessinée préféré ? Philémon, pour les mêmes raisons, parce qu'une liberté immense et que je me suis souvent... on va dire, identifié à ce personnage qui est là sans être là, qui est à la fois est moteur de l'aventure mais l'a subi, c'est pas un héros, en tout cas c'est un personnage de l'histoire et je me suis souvent identifié à ça, même par rapport de manière très large à la vie en général.
ton personnage de bande dessinée détesté? J'ai beaucoup de mal avec effectivement les personnages de type Largo Winch, etc. Voilà, c'est tout ce qui rentre aujourd'hui dans les critères, dans les standards, on va dire. C'est des personnages avec lesquels j'ai tellement peu d'empathie, moi, que il m'arrive d'essayer de lire parce que j'ai vraiment pas d'a priori, par contre, de lecteur, mais très souvent, les personnages me tombent des mains. Donc je suis désolé. Tu dessines dans le calme ou en musique? Ah, les deux. Les deux, mais très souvent en musique, et la musique a toujours une influence sur mon dessin. Je vais mettre une bande-son en fonction de ce que je dois dessiner dans la journée, et il y a carrément des bandes-son des auteurs, des artistes, des chanteurs, des compositeurs qui ont même carrément accompagné l'intégralité d'un album. Quelqu'un comme René Aubry a accompagné l'intégralité de la réalisation de Come Prima, par exemple. Ou des gens comme Andrea Lasco de Simone, un autre Italien, ou Fabio Viscogliosi ont accompagné Maltempo de bout en bout, quasiment. Je les ai écoutés en boucle. Couleur ou noir et blanc? Besoin des deux, mais naturellement, spontanément, noir et blanc. Parce que mon accession à la littérature, à la lecture adulte, on va dire, elle passe par À Suivre et par des gens comme Tardy, justement, et pas que, mais noir, et Pratt. Enfin, donc c'est noir et blanc, quand même, de cœur. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Il y a une jeune autrice qui est en train d'arriver, qui s'appelle Adèle Maury, qui a sorti chez l'Employé du Mois un album qui s'appelle Gratin de chat, album assez récent, et je trouve qu'elle a une voix déjà singulière. Je sais pas, elle a peut-être une vingtaine d'années, à peine plus. On s'est rencontrés 2 fois. Je la trouve assez intrigante dans ce qu'elle a envie de raconter, dans sa capacité déjà à piocher chez elle des choses pour en faire encore une fois des fictions un peu oniriques et absurdes. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir des choses très très intéressantes à raconter. Adèle Maury donc. Et Alfred avec Maltempo qui vient de sortir aux éditions Delcourt. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup Mathieu. Et pour terminer nos coups de cœur de la quinzaine, avec d'abord Loire, signé Étienne Davodo aux éditions Futuropolis. L'auteur du Droit du sol, notamment sa précédente parution, revient avec une ode à la Loire, le plus long fleuve de France. Louis, notre personnage principal, reçoit une invitation d'une ancienne compagne, la mystérieuse Agathe, qui l'invite à la rejoindre dans une petite maison. Ce qu'il découvre sur place va le surprendre, mais l'essentiel est ailleurs, autour de cette Loire qui s'écoule, ces couleurs qui changent, cette Loire qu'il faut protéger. C'est beau, comme toujours avec Davodo. Deuxième conseil lecture avec Émotive, imaginé par Sandrine Martin chez Casterman, et ce sous-titre « Voyage à bord du vaisseau mental ». Et quel voyage, puisque l'autrice dresse le quotidien d'Alice, la trentaine, stressée par son travail et l'entrée de sa fille à l'école. Alice qui doute de son couple aussi, et qui va voir apparaître une certaine Zorika, une sorte de petite créature extraterrestre qui va l'accompagner pour mieux appréhender ses émotions. C'est un miroir que nous tend l'autrice à travers cette bande dessinée amusante de développement personnel. Enfin, on termine avec Jim, hommage de Françoise Cuyton à son chien, un retriever à poils longs récemment disparu. Ils étaient inséparables, et l'auteur notamment des Cités obscures comble ce vide qu'il doit affronter grâce à ce petit livre. On découvre ce poil soyeux, ce regard pétillant, ce caractère gentiment rebelle, et surtout ce nouveau témoignage du lien qui peut exister entre un homme et son chien. Jim est publié aux éditions Rue de Sèvres. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.